marché. Bien surpris. Donc, bonjour à tous. Je le redis une troisième ou une quatrième fois. Je m'appelle Marc-Olivier Castonguay. Je suis ergothérapeute en médecine et en psychiatrie des toxicomanies au CHUM. Je vais peut-être vous informer quelques-uns d'entre vous, ou peut-être vous rappeler c'est quoi ces deux services-là, parce que des fois, même intra-hub, on dit qu'on est dans médecine des toxicos ou psy des toxicos, puis des fois les deux, fait que ça peut être un peu mélangeant. Fait que je vais vous dire quand même quelques mots sur moi. Je suis ergothérapeute au CHUM depuis 2013, fait que ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai fait 4 ans au début. Anne, je sais pas si Oui, je vais prendre ça comme une petite coquille, je vais poursuivre, puis si ça marche pas, je vais me faire arrêter, je suppose, de toute façon. Donc oui, 4 ans dans un programme de premier épisode de psychose, ici même au CHUM, qui est la clinique jeune adulte psychotique. Puis après ça, j'ai travaillé plus sur l'unité d'hospitalisation de médecine et psychiatrie des toxicomanies pendant un peu plus de 6 ans. Puis récemment, je commençais à faire des suivis externes en troubles concomitants là, dans la clinique qui s'appelle le service de psychiatrie des toxicomanies. Puis depuis 2017, en fait, je fais aussi des suivis à courte durée en médecine des toxicomanies. Ouais, puis depuis le début de ma pratique, dans le fond, j'anime des groupes de discussion, des groupes d'activités de différents types. Fait que discussion de style partage, j'ai aussi fait des groupes plus d'enseignement style psychoéducation. Puis quand on parle de groupes d'activité, ben, des groupes où des personnes sont invitées à travailler sur des projets individuels ou des groupes de sport collectif, des groupes, même j'ai monté des groupes d'initiation au taekwondo avec la clinique PEP aussi. Sinon, mon dada depuis les 9 dernières années, c'est les groupes d'intervention par la nature et l'aventure pour lesquels j'ai reçu récemment un titre là, de chercheur professionnel de la santé afin de pondre des données probantes dans ce milieu-là. Mais j'ai été invité aujourd'hui pour vous présenter un guide d'animation de groupe thérapeutique qu'on utilise en ergothérapie, mais en fait, qui est plus ce qu'on utilise sur l'unité d'hospitalisation. Ici, je vais faire un disclaimer déjà dès le départ. Dans le fond, j'ai pas la prétention de dire que c'est vraiment le Saint Graal. Il faut absolument faire ça dans tous les milieux, avec toutes les clientèles. C'est vraiment plus une espèce de synthèse de méthode de fonctionnement qui, a priori, tu sais, on a une certaine forme de succès avec notre unité qui est assez particulière. Je vais rentrer un peu plus là-dedans aussi tantôt. Ce projet-là, il a vu le jour grâce au travail chevronné de plusieurs stagiaires que j'ai supervisés sur une période de 2 ans en 2018 puis 2020. Puis je tiens à les nommer parce que sans elles, ça n'aurait vraiment pas vu le jour. Catherine Bernard, Léane Brabant, Mia Campbell, Anna Huynh, Elisabeth Lemire-Pagé et Charlotte Lemire. Euh, je suis très content d'être ici parce que c'est un peu une des finalités de ce guide-là, c'est d'ouvrir la discussion sur un peu nos pratiques respectives dans l'animation de groupe, puis d'ouvrir une certaine forme de discussion pour ceux qui seraient ouverts à le faire. Ensuite, ça, je l'ai pas mal déjà tout dit. Par rapport au conflit d'intérêt réel ou potentiel, j'en ai aucun en lien avec le contenu ou non de cette présentation. Les objectifs de la capsule de formation, ce serait de peut-être mieux comprendre c'est quoi l'unité d'hospitalisation qui est visée par l'outil, puis peut-être informer des raisons derrière sa mise en place un peu plus en détail, saisir c'est quoi les groupes qu'on offre, puis le départage des rôles entre les professionnels. La méthode qu'on fonctionne, qu'on met en place, en fait, il y a 2 professionnels qui vont animer les groupes à chacun des groupes. Puis apprécier les impacts fonctionnels potentiels des sevrages de substances en contexte de groupe. Puis aussi, je l'ai pas dit, mais dans le fond, c'est un guide qui va vous être accessible, qui est peut-être même déjà accessible, qui est à peu près 50 pages dans un document PDF, puis qui est pratiquement le double dans un document Word. Fait que je fais vraiment un quick overview de ça ressemble à quoi. Fait que c'est un peu un teaser. Je vous invite vraiment à le consulter si c'est quelque chose qui vous intéresse, à tête reposée. Puis si jamais vous avez des questions, il y a des choses qui n'étaient pas claires, je suis vraiment ouvert à répondre à vos questions. J'ai laissé mon courriel aussi à la fin de la présentation. Juste prenez en considération que ça se peut qu'il y ait un petit délai de réponse. Fait que l'unité d'hospitalisation ici au CHUM au 11e Nord, c'est une unité d'hospitalisation qui comprend 2 services. Fait que le service de médecine des toxicomanies puis le service de psychiatrie des toxicomanies. Cette unité-là, elle est complètement fermée, donc il n'y a pas de possibilité pour les patients de sortir aller fumer, euh, puis presque aucune possibilité de sortie. Là, il faut vraiment qu'il y ait une finalité thérapeutique à cette sortie-là. C'est des cas d'exception, il faut que ça soit discuté en équipe. Fait que prenez pour acquis, là, si on résume ça très simplement, qu'il n'y a pas de sortie possible pendant la durée d'hospitalisation.
Des 18 lits, il y a 10 lits qui sont réservés au service de médecine des toxicomanies. Encore une fois, pour des raisons temporelles, très simplement expliquer, la médecine des toxicomanies suit des personnes qui vivent avec au moins un trouble d'usage. Puis la durée d'hospitalisation en moyenne est de 5 jours. Là, les moyennes que je vous donne, c'est des données qui datent de décembre 2020, fait que ça commence à dater. Si on voulait des données un peu plus à jour, on pourrait les demander peut-être à ma collègue Dr Trépanier ou encore à Dr Dubroc. Je ne les ai pas dans mes mains. Puis, il y a 8 lits qui sont attribués au service de psychiatrie des toxicomanies. Fait que ça, c'est vraiment le service des troubles concomitants. Puis, encore une fois, simplement expliquer, c'est des personnes qui vivent avec au moins un trouble d'usage et au moins un trouble de santé mentale. La durée d'hospitalisation moyenne est un peu plus longue, fait qu'on parle de 8 à 14 jours. Euh, mais ça reste des durées d'hospitalisation qui sont plutôt courtes. La raison pour laquelle je vous explique c'est quoi la nature de l'unité, ben, c'est pour vous sensibiliser à la grande les groupes qui peuvent être très, très hétérogènes. Fait que dans le fond, dans un seul et même groupe de, par exemple, 5 participants, excusez le téléphone qui sonne, c'est pas le mien, c'est lui de ma collègue, il peut avoir un homme de 38 ans qui vit avec un trouble d'usage de l'alcool, il peut avoir une femme de 28 ans qui a un TU stimulant et une schizophrénie, une femme de 47 ans, TEROH, TP dépendant, une femme de 77 ans, TEROH, trouble cognitif. Il pourrait avoir aussi une personne qui s'identifie non-binaire de 19 ans, qui a un TU Crystal Med, puis qui est sans domicile fixe. Fait que ça vous donne un aperçu de la mixité potentielle des groupes qu'on a sur l'unité. Fait que ce qui a mené, dans le fond, ce qui a justifié en fait l'élaboration de cet outil-là, c'est que je voulais trouver un moyen d'essayer d'uniformiser les interventions de groupe à travers l'unité d'hospitalisation, mais je voulais pas que ça soit une barrière pour mes collègues ou des nouveaux professionnels cliniciens euh, qui ont peut-être déjà une réticence à animer des groupes. Fait que je voulais que ça soit quelque chose qui soit plutôt accessible, qui soit basé sur des données probantes, mais qui donne aussi des stratégies concrètes, qui a des schémas, qui a des diagrammes, qui a des images, qui soit pas quelque chose d'extrêmement aride, puis que ça donne une bonne raison justement de ne pas vouloir d'animer des groupes sur l'unité. Puis comme je l'ai dit un peu au tout départ de la présentation, ben, c'était aussi de peut-être ouvrir une discussion sur nos pratiques respectives dans l'intervention de groupe, sur nos milieux de pratique ou sur des unités d'hospitalisation, en troubles concomitants, aussi en toxicomanie. Pour tous les partenaires, ben, on a différentes méthodes de fonctionnement, on a différents backgrounds professionnels, puis on a aussi différents environnements, fait que des thérapies fermées ou des services en externe, un mix des deux. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose de très enrichissant. Puis ben, après, je pense depuis 2017 qu'on fait les télécliniques éco, j'ai pas le souvenir d'avoir eu en tout cas, quand moi j'étais là, des présentations sur les groupes. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très important dans le traitement de la dépendance et des troubles concomitants. Fait que les groupes qui sont offerts sur notre unité, c'est 2 à 3 fois par semaine. Euh, la durée est de 45 à 60 minutes. Généralement plus 60 minutes que 45. Une des raisons qui pourrait justifier d'écourter le groupe, c'est par exemple si on a 5 participants, il y en a 2 qui quittent avant la fin, il en reste 3. Là-dedans, il y en a une personne qui est extrêmement gommée sur la médication, qui est super somnolente. Une autre personne qui parle en continu, puis l'autre personne qui a l'air très irritée d'être présente dans le groupe, ben, cliniquement, les professionnels pourraient décider pour préserver la dynamique, pour que le message qui soit gardé des participants ce soir, ben, c'était pas trop pire, ben, essayer de ne pas prolonger la séance. Je ne l'ai pas dit non plus au début, mais je vais utiliser le genre masculin pour la durée de la présentation pour éviter que ça soit un peu trop lourd, mais ça inclut le genre féminin et toute autre déclinaison de genre. Les thèmes principaux qui sont abordés, c'est la gestion de l'anxiété, la prévention de la rechute et la motivation au changement. Fait que c'est des thèmes qui s'appuient sur les plus récentes données probantes et les guides de pratique qui sont émis en toxicomanie puis en psychiatrie. Fait que c'est de traiter l'anxiété en premier lieu, d'avoir une approche cognitivo-comportementale puis une approche qui est motivationnelle. Fait que l'aspect cognitivo-comportemental est plus dans la structure des groupes que dans les thèmes abordés. C'est des groupes aussi qui sont de type
partage, fait qu'on va pas faire de l'enseignement, comme par exemple le groupe de gestion de l'anxiété, on va inviter les participants à donner leur propre définition du stress, plutôt que de leur dire, ben voici la définition par excellence, puis c'est ce que vous devriez comprendre du stress. Fait qu'on les fait réfléchir là-dessus. Ensuite, on peut aborder des situations récentes qui sont stressantes pour eux, puis c'est quoi les stratégies qu'ils ont mis en place, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans le futur pour essayer d'y remédier. Les heures et les jours des groupes sont fixes pour essayer d'offrir une certaine régularité, autant pour les participants que pour les membres du personnel, pour essayer d'optimiser aussi les soins, que ce soit les suivis nursing ou médical avant ou après, puis éviter les chevauchements dans la mesure du possible. Le, le, le cœur, si je peux me permettre, du guide, c'est comprend une distinction dans les rôles, dans le fond. Fait qu'il y a un des deux professionnels qui aurait un rôle plus d'animateur, puis l'autre professionnel aurait un rôle de co-animateur. Cet aspect-là est basé sur, vous voyez la référence au bas de la présentation de la page, c'est l'ouvrage de Marilyn B. Cole, qui est une ergothérapeute aux États-Unis, euh, chercheur et postdoctorante, qui a écrit un livre qui a été mis à jour plusieurs fois. Puis quand moi j'étais à l'université, c'était cet ouvrage-là qui était utilisé. Puis mes stagiaires, quand je les ai eus, c'était le même ouvrage. Fait qu'on s'est basé, wow, lapsus. On s'est basé là-dessus de manière principale. Puis, ce que cette théorie-là présente, c'est que ben, l'animateur serait, moi je le vulgarise un peu plus simplement, tu sais, serait plus responsable du contenu, tandis que le co-animateur serait plus responsable du contenant. Fait que concrètement, ben, l'animateur va être plus en charge de présenter les questions, organiser les transitions, écrire au tableau s'il y a un support visuel, d'expliquer et démontrer les exercices si besoin il y a aussi, c'est un groupe d'activités. Tandis que le co-animateur va plus identifier la langue de communication, faire les traductions aux besoins, mener l'espèce de préambule au groupe où les participants se présentent, où on propose les règlements ou une méthode de fonctionnement, puis on va s'entendre là-dessus tout le monde ensemble. Puis c'est davantage le co-animateur qui va rappeler les règlements s'il y a un bris en cours de séance. C'est aussi cette personne-là qui va adapter les exercices aux habiletés des usagers. Par exemple, quelqu'un qui est analphabète ou qui a des troubles cognitifs importants ou que justement au niveau de la concentration, ben, c'est pas à 100%, ben, c'est cette personne-là qui va essayer de faire les ajustements nécessaires. Puis, s'il y a des personnes qui veulent quitter avant la fin du groupe, ça serait cette personne-là qui va les raccompagner sur l'unité. Il y a des tâches qui sont partagées entre les deux, donc évidemment les observations cliniques, une écoute active, maintenir le cadre thérapeutique, bien que le co-animateur est plus responsable du contenant, ça peut être un rôle qui est partagé, le respect du temps, utiliser un langage et une attitude qui sont professionnels. Après ça, c'est bien beau, tout ça, c'est de la théorie, mais même pas plus tard que ce matin, quand j'animais un groupe avec ma collègue Florence, euh, on fait toujours au préalable, on identifie c'est qui va jouer le rôle d'animateur et qui va jouer le rôle de co-animateur. On essaie aussi d'avoir un roulement entre les séances pour pas être seulement bon en co-animateur ou seulement bon en animateur. Pour différentes raisons, il y a des patients qui tardaient à arriver au groupe. C'est moi, normalement, qui était le co-animateur qui était identifié. J'étais supposé euh, présenter les règlements, mais j'étais pas dans la salle au moment convenu de les présenter. Donc, évidemment, ben, Florence les a présentés. Plutôt que de dire on va attendre mon collègue Marc-Olivier pour présenter les règlements, ça serait un peu moins cohérent. Ah, ça c'est dit. Puis, préalablement à chacun des groupes, dans le fond, on parle avec les infirmières des usagers à savoir c'est qui qu'on peut convier aux séances. Fait qui est disposé, qui n'a pas d'examen de prévu, qui n'a pas de congé définitif, qui n'est pas une admission. Puis aussi, 2 fois par semaine, on a des réunions d'équipe où on peut aborder ben, c'est qui les personnes qu'on pense qui bénéficieraient le plus des groupes et qu'on veut essayer de faire un effort supplémentaire pour les inviter. On n'a presque pas de critères d'exclusion. Un exemple de critère d'exclusion, ce serait, mettons, quelqu'un qui a été hospitalisé aux soins intensifs psychiatriques pendant une bonne période de temps, que le traitement pharmacologique n'est pas optimal, puis qui vient d'être intégré sur l'unité d'hospitalisation régulière. Mais on ne veut pas nécessairement au jour 1 l'intégrer à un groupe, puis générer un niveau d'anxiété supplémentaire. Fait qu'on veut laisser la chance aux participants d'avoir quelques jours sur l'unité. Si ça se passe bien, ben, on va l'intégrer au groupe un peu après. Dans le guide, il y a aussi une section que c'est l'impact fonctionnel des symptômes de sevrage. Fait que, notre but, ou du moins la vision qu'on a, c'est pas de consigner les symptômes de sevrage qui sont déjà monitorés de manière très, très rapprochée par l'équipe nursing puis l'équipe médicale. Fait que c'est vraiment plus de faire une appréciation de c'est quoi les impacts fonctionnels de ceux-ci puis les impacts fonctionnels potentiels de la médication qui est en place.
Fait il a été catégorisé dans 3 substances. Pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai juste mis un sample de sevrage de l'alcool avec 2 exemples de cas. Fait que la tendance générale, c'est que normalement, les participants ont un niveau un peu réduit au début de leur admission, puis que légèrement augmenté ou un peu plus augmenté en fin d'hospitalisation, mais il y a encore des exceptions, comme vous le voyez avec le patient dans la case supérieure. Quand on parle de comportement observable, on essaie dans notre tenue de dossier, de décrire des comportements qui sont un peu euh, qui seraient décrits de la même manière un peu par tout le monde. S'il y avait un enregistrement de la présentation, si moi je dis, ah ben j'ai vu telle affaire, ben un de mes collègues ou une autre de mes collègues dirait, ah oui, j'ai vu la même affaire. On essaie d'être le plus objectif possible. Il y a beaucoup de subjectifs qui sont en groupe. Puis on essaie de faire une appréciation des capacités fonctionnelles au niveau physique, cognitive et relationnel aussi. Fait qu'est-ce que c'est bas, modéré, élevé ou un peu entre les deux? Puis on essaie de monitorer dans le fond une certaine évolution dans le temps. Puis c'est ce qui nous permet en partie, je trouve, du moins, s'il y a plusieurs hospitalisations, ben, d'opposer est-ce qu'il y a un maintien du fonctionnement global? Est-ce qu'il y a une régression? Est-ce que ça il y a une fluctuation? Oui. J'ai parlé de faire un outil, un guide qui est accessible. J'ai essayé d'intégrer autant que possible le plus d'outils concrets. Fait que comment qu'on fonctionne sur l'unité, c'est nous, on fait une note par participant, par groupe. Étant donné que même à travers une seule et même semaine, si on a un groupe le mardi, le groupe du jeudi, des fois, on a un participant qui était présent, des fois, on n'en a aucun. Fait que c'est quasiment toujours des nouveaux groupes. Puis, si la personne, elle se représente une deuxième fois, ben, des fois, le tableau clinique n'est pas du tout le même. Fait que on essaie de s'en tenir à une feuille recto-verso. Il y a une section, c'est une note de style SOAP que vous êtes probablement déjà au courant de sa forme, fait que du subjectif, de l'objectif, mais une section analyse et plan. Il y a des sections qui sont volontairement ouvertes pour qu'on puisse garder notre jugement clinique puis de mettre sur papier notre appréciation de la chose, puis des sections un peu plus gris à cocher par souci d'efficacité. Un autre outil concret qui a été apprécié par plusieurs des stagiaires que j'ai supervisés, c'est un schéma sur comment introduire puis présenter les groupes aux participants. C'est un peu une manière de le présenter que je trouve, c'est comment vendre un peu un char usagé. C'est de comment bien s'ajuster aux réponses de la personne pour essayer d'amener, de mousser une participation. Fait qu'on essaie d'avoir une approche qui est motivationnelle, mais on a quand même une direction. C'est sûr que nous, on a l'impression que les groupes bénéficieraient à un bon bassin de participants. Fait que ça le décrit un petit peu plus. Puis sinon, ben, un autre des outils, ce serait comment essayer d'intégrer un ou deux stagiaires en ergothérapie ou encore un nouveau professionnel à l'animation de groupe sur l'unité. Fait que c'est sûr que c'est un guide qui est très, très général. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser avec tout le monde sans ajustement. Il faut vraiment les ajuster en fonction des expériences de travail antérieures, de la tolérance aussi à la nouveauté, de l'ouverture à faire du groupe. Mais grosso modo, c'est la manière qu'on l'a fait dans les dernières années, c'était de l'observation principalement à la semaine 1, une mineure d'intervention aux semaines 2 et 3, pour ensuite se diriger plus vers 50% du rôle joué versus 50% d'observation. Ensuite, une majeure intervention, puis ben, terminer peut-être environ à peu près à 6, 7 ou 8 semaines euh, au plein, ou à jouer le plein rôle de co-animateur ou d'animateur. J'ai comme l'impression d'avoir parlé très vite, j'ai pas beaucoup vu le temps, puis j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. Je sais qu'il y a juste quelques minutes, puis que les questions sont pas toujours très, très friandes, mais si vous en avez, je suis tout oui, puis ben merci pour votre attention. Puis encore une fois, c'est pas le Saint Graal de ce qu'il faut faire. Tu sais, il y a peut-être là-dedans une idée ou un élément que vous dites, ah ben ça, on pourrait regarder ensemble sur comment ajuster à notre pratique, puis peut-être qu'il n'y a rien du tout, puis peut-être que ça va juste vous avoir sensibilisé à notre unité d'hospitalisation ou nos équipes. Puis si c'est ça, ben ça sera déjà ça de fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour cette présentation